Une nuit de feu. Des cités entières tombent dans l'obscurité. Les frontières brûlent. Et si, cette fois, la guerre changeait vraiment de nature? Imaginez-vous dans un appartement de Kharkiv, un soir d'automne. Soudain, les lampes s'éteignent. Dehors, le silence est brisé par le grondement sourd des frappes. Les téléphones clignotent, les messages affluent. Plus d'électricité ici non plus. Les pompes à eau ne fonctionnent plus, il n'y a plus rien à boire. Le 24 septembre, tout bascule. Des frappes russes, d'une violence inédite, frappent l'Ukraine avec une précision chirurgicale. Les cibles, des bases militaires, mais surtout les réseaux énergétiques essentiels. Kharkiv, déjà meurtri, s'enfonce dans le chaos. Des explosions, des transformateurs calcinés, des quartiers entiers privés de lumière. Les images affluent, captées à la volée. Des immeubles secoués, des incendies colossaux déchirant la nuit, le grondement des frappes qui ne s'arrêtent jamais. À Kharkiv, plus de 15 déflagrations majeures en moins d'une heure. L'effroi gagne, la logistique flanche, l'énergie s'effondre. La vie quotidienne vacille, comme suspendue à un fil. Dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on entend les cris des habitants. On aperçoit des familles descendant précipitamment dans les sous-sols, serrant leurs enfants contre elles. Les ascenseurs sont bloqués. Les personnes âgées restent coincées à l'étage, incapables de descendre chercher de l'eau ou de la nourriture. Pendant que l'Ukraine chancelle, un autre visage apparaît à l'ouest. À New York, le président Zelensky, sourire affiché, promet la victoire. Il rassure ses alliés, mais au sol, la réalité s'assombrit. Coupures, transports figés, l'incertitude partout. Le fossé grandit entre les mots et ce que vivent les Ukrainiens. Jusqu'où la politique peut-elle masquer la fragilité? Déjà, les signes d'un effondrement énergétique massif se multiplient. Kharkiv, mais aussi d'autres régions, voient que leurs infrastructures vitales s'éteindre. Hôpitaux, usines, maisons, tous menacés par un hiver sans lumière ni chaleur. Prenons l'exemple d'un hôpital à Kharkiv. Sans électricité, les respirateurs s'arrêtent, les blocs opératoires sont plongés dans le noir, les générateurs de secours, déjà en sous-capacité, n'arrivent pas à tout alimenter. Les médecins improvisent à la lueur des lampes frontales, les stocks de médicaments refroidis commencent à s'altérer. Ce n'est plus seulement une guerre militaire. C'est un basculement de société, la menace d'une perte totale de repères pour des millions de personnes. Quand l'électricité s'arrête, c'est tout un pays qui chancelle, et derrière lui, l'équilibre d'une région, voire du monde. Rappelez-vous la grande tempête européenne de l'hiver 1999, où des millions de foyers étaient restés sans courant pendant plusieurs jours. Les conséquences, rupture de chaînes d'approvisionnement, panique dans les supermarchés, hôpitaux débordés. Ici, en Ukraine, c'est toute une nation qui risque de vivre cette épreuve, non pas quelques heures ou quelques jours, mais potentiellement tout un hiver. Alors, que révèle vraiment cette vague de frappes et ce fossé entre discours et réalité? Ces attaques ne sont pas un simple épisode de plus dans le conflit. Elles ouvrent la porte à une crise bien plus profonde, aux conséquences mondiales. Quand les explosions deviennent la norme, tout bascule. Dans la nuit du 24 septembre, l'Ukraine est secouée par une salve de frappes russes sans précédent, signe d'une escalade brutale. Cette fois, les attaques visent avec précision. Sous-stations électriques, entrepôts logistiques, bases aériennes. Aucun point stratégique n'est épargné. Près de Kharkiv, la sous-station d'Ivanovka est pulvérisée. En quelques heures, de vastes zones plongent dans le noir. La gare du Sud, le secteur industriel, les quartiers résidentiels de KHTZ et Kolodna Hora. La confusion règne. La ville retient son souffle. Pour se rendre compte de l'ampleur du choc, on peut comparer à la tempête de verglas qui avait paralysé le Canada en 1998. Les infrastructures électriques avaient mis des semaines à être réparées, malgré la paix et l'organisation. Ici, en pleine guerre, chaque réparation est sous la menace de nouvelles frappes. Kharkiv n'est pas la seule ville frappée. Odessa, Zaporijjia et des piliers industriels comme Motor Sich sont également visés. Le message russe est limpide. Il s'agit de paralyser l'armée, mais aussi la vie quotidienne, l'économie,
l'organisation urbaine tout entière. Odessa, ville portuaire stratégique, vit au rythme des alertes. Les citernes d'eau ne sont plus remplies, l'accès à l'eau potable devient un enjeu quotidien. Dans les usines de Zaporizhzhia, les ouvriers doivent arrêter les chaînes de production, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois. Pour les civils, le quotidien change brutalement. Coupure d'électricité, pénurie d'eau, anxiété qui monte. Les témoignages affluent, certains se résignent déjà à passer l'hiver sans chauffage ni lumière, d'autres s'inquiètent pour les hôpitaux, les écoles, les transports. Tous redoutent un pays à l'arrêt, où survivre devient un défi. On rapporte des scènes de solidarité. Des voisins se regroupent pour partager des bougies, des soupes chaudes préparées sur des réchauds à gaz, des abris collectifs improvisés dans les caves. Mais la fatigue gagne, et la peur du froid imminent plane sur tous. Ce n'est plus seulement une question de confort. L'infrastructure vitale du pays vacille, soins médicaux menacés, approvisionnement en eau compromis, cohésion sociale fragilisée. Le risque ? Une société entière, paralysée par les frappes et la peur du froid imminent. Dans l'histoire récente, on se souvient du siège de Sarajevo dans les années 90. L'eau et l'électricité étaient rationnées, les habitants survivaient avec l'aide humanitaire et la débrouille. L'Ukraine, pays bien plus vaste, risque de connaître une épreuve semblable, à une échelle démultipliée. Pourquoi cette flambée ciblée sur l'énergie et la logistique ? Que vise la Russie avec cette stratégie méthodique ? Et jusqu'où iront les répercussions pour l'Ukraine, l'Europe et le monde ? Pour comprendre l'ampleur du basculement, il faut décrypter les raisons de cette offensive et ses effets en cascade. Derrière la stratégie russe se profilent des enjeux qui dépassent largement les frontières de l'Ukraine. À travers l'histoire, couper l'énergie et la logistique a toujours été une stratégie de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont ciblé les raffineries allemandes pour briser la machine de guerre nazie. Aujourd'hui, la Russie applique une logique similaire, mais à l'heure du numérique et de l'interconnexion totale, les effets en chaîne sont encore plus dévastateurs. Et si la guerre se décidait désormais à la simple capacité d'allumer une ampoule ou de faire fonctionner un radiateur ? Loin du front, l'Ukraine fait face à une crise énergétique sans précédent, où chaque foyer devient une ligne de défense contre l'obscurité et le froid. Les autorités ukrainiennes l'avouent, les frappes russes ont anéanti des infrastructures vitales. Raffineries, dépôts, usines de gaz, tout est visé, tout est vulnérable. Aujourd'hui, environ la moitié de la production nationale de gaz est paralysée. Le constat est brutal. Les réserves souterraines atteignent à peine 6,5 milliards de mètres cubes, bien trop peu pour espérer traverser l'hiver. Or, selon les spécialistes, il en faudrait au moins le double pour garantir chauffage et électricité aux ménages pendant les mois glacés. Imaginez Paris ou Berlin devant affronter un hiver avec seulement la moitié de leur énergie disponible. Les transports publics seraient à l'arrêt, les écoles fermées, la population obligée de s'organiser pour se chauffer comme en temps de guerre. Face à cette urgence, Kiev se tourne vers l'étranger. Dans la précipitation, des contrats historiques sont signés pour importer presque 6 milliards de mètres cubes de gaz. Le prix à payer ? Près de 2,5 milliards de dollars, une somme écrasante pour une économie déjà meurtrie. Les chiffres donnent le vertige. Le budget de l'État ukrainien, déjà sous tension, doit consacrer une large part à l'achat d'énergie, au détriment des services publics, de la santé, de l'éducation. Sans l'appui occidental, la situation basculerait dans l'irréversible. Les financements venus d'Europe et des institutions internationales permettent, pour un temps, de colmater les brèches. Mais la dépendance de l'Ukraine à l'importation est désormais totale, accroissant son exposition à la moindre rupture d'approvisionnement. Les répercussions se font déjà sentir. L'électricité est rationnée dans de nombreuses régions, les coupures deviennent la nouvelle norme. Pour les hôpitaux, les entreprises, les trains, chaque jour vire au casse-tête, avec la menace concrète d'une paralysie totale si l'hiver s'annonce rigoureux. Dans les campagnes, les agriculteurs doivent choisir, utiliser le peu de carburant pour les tracteurs ou pour chauffer la serre abritant les semences. Dans les villes, les commerces ferment plus tôt, les livraisons sont retardées, les files d'attente s'allongent aux stations-service.
derrière la bataille militaire, c'est la survie même des civils qui se joue. Si le froid s'abat avec violence, la perspective d'une catastrophe humanitaire devient tangible, et ces ondes de choc pourraient traverser bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Au lendemain de la guerre des Balkans, la crise humanitaire avait forcé l'Europe à revoir en profondeur ses politiques d'accueil et de sécurité. Un exode massif d'Ukrainiens, provoqué par l'hiver et l'effondrement énergétique, pourrait créer une onde de choc similaire. Mais ce siège énergétique n'est qu'une facette de l'escalade actuelle. Tandis que l'Ukraine lutte pour survivre, l'Occident durcit sa riposte, redéfinissant les règles du jeu stratégique. Les frontières ne sont plus des lignes rouges, elles sont devenues des zones de tension constante. L'Europe entière retient son souffle, consciente qu'un faux pas pourrait faire basculer l'équilibre fragile. Après de nouvelles frappes russes, l'Ukraine a riposté directement sur le territoire de la Fédération de Russie. Belgorod, Koursk et Taganrog ont été visés. Les attaques ont endommagé des infrastructures stratégiques, installations énergétiques, centres logistiques, mais aussi un site commercial à Belgorod et des équipements vitaux à Koursk. Ce déplacement du conflit au cœur de la Russie marque une escalade inédite, élargissant les lignes du front. C'est un tournant historique. Rarement un État frontalier a osé frapper des cibles aussi loin à l'intérieur du territoire russe. Cela rappelle la guerre Iran-Irak des années 80, où les deux pays ont fini par cibler mutuellement leurs infrastructures civiles, aggravant la spirale d'escalade. En réaction, l'Occident renforce son soutien. Les livraisons d'armes sophistiquées se poursuivent, mais surtout, la diplomatie américaine évolue. Donald Trump a évoqué publiquement le retour aux frontières de 1991, réaffirmant la ligne dure sur l'intégrité ukrainienne. Ce signal, perçu à Moscou comme un feu vert, encourage Kiev à envisager des frappes plus audacieuses et prépare le terrain à une implication occidentale plus profonde. À l'Est, la tension atteint un nouveau sommet. La Pologne vient d'annoncer officiellement sa volonté d'accueillir sur son sol l'arme nucléaire française, un jalon inédit depuis la fin de la guerre froide. Déjà, des avions Rafale, capables de transporter des missiles de croisière à charge thermonucléaire, sont déployés sur des bases polonaises, à quelques centaines de kilomètres à peine de la Biélorussie. Même si aucune ogive n'est encore présente, la simple perspective de ce déploiement bouleverse l'équilibre régional. Le débat se tend. À partir de quel seuil la dissuasion devient-elle provocation ? Installer des armes nucléaires si près de la frontière orientale de l'OTAN apparaît comme un avertissement direct à la Russie et à ses alliés. Varsovie, au nom de la sécurité, invoque la nécessité de la dissuasion, mais le fragile édifice européen de sécurité vacille un peu plus. Pour mesurer la portée de ce geste, rappelons que durant la crise des missiles de Cuba en 1962, le simple déplacement d'armes nucléaires avait suffi à mettre le monde au bord d'un affrontement global. Aujourd'hui, le spectre d'une crise similaire ressurgit, mais au cœur de l'Europe. Moscou n'a pas tardé à réagir. Renforcement militaire massif dans l'enclave de Kaliningrad, multiplication des patrouilles conjointes avec la Biélorussie, déclaration ferme du Kremlin. La Russie affirme vouloir maintenir le dialogue, tout en fixant de nouvelles règles du jeu. Elle laisse entendre qu'à chaque provocation, elle répondra par des mesures asymétriques, imprévisibles. La militarisation s'accélère des deux côtés. Chaque décision tactique fait grandir le spectre d'un affrontement direct entre puissances nucléaires. La stabilité européenne, et au-delà, la sécurité mondiale, semble suspendue au fil d'une escalade dont nul ne sait jusqu'où elle ira. Jusqu'à quel point la ligne de non-retour peut-elle encore reculer ? Dans ce climat électrique, la moindre initiative diplomatique ou militaire prend une importance démesurée. Et partout, les populations s'interrogent, sommes-nous réellement préparés à ce qui pourrait suivre ? Ce qui se joue à des centaines de kilomètres peut bouleverser nos vies dès demain. Désormais, les guerres ne se gagnent plus uniquement sur le champ de bataille. L'énergie, l'information et la logistique sont devenues des armes aussi redoutables que les missiles. Un blackout à Kharkiv, quelques infrastructures détruites, et c'est toute une nation qui chancelle. Cette nouvelle réalité met en lumière une vérité dérangeante. Notre société repose sur quelques réseaux critiques, souvent invisibles, mais absolument vitaux.
Lorsqu'ils sont frappés ou menacés, le quotidien peut s'arrêter net. L'Ukraine n'est qu'un révélateur. L'Europe entière découvre sa propre vulnérabilité, que ce soit à cause de sa dépendance énergétique ou de la fragilité de ses chaînes logistiques. Rappelez-vous la crise pétrolière de 1973. En quelques semaines, la hausse du prix du pétrole avait provoqué des pénuries, des rationnements, une récession mondiale. Aujourd'hui, une nouvelle crise énergétique, provoquée par la guerre, pourrait avoir des conséquences encore plus rapides et profondes. Dans ce climat tendu, les discours politiques et médiatiques s'emballent. Mais il devient crucial de garder la tête froide, de ne pas céder à la peur ou à la colère. Derrière les annonces d'escalade militaire, les menaces nucléaires et la militarisation de l'Est, se cache une réalité. Ces tensions façonnent dès maintenant la stabilité de nos sociétés et de la planète tout entière. C'est pourquoi il est urgent d'engager un véritable dialogue sur la sécurité collective. Il s'agit de réfléchir au contrôle des armements, à la gestion des crises, mais surtout à notre capacité d'anticiper plutôt que de subir. Face à la montée des périls, chacun doit saisir comment naît l'escalade, comment elle s'entretient et pourquoi l'esprit critique est devenu essentiel. Prenons l'exemple de la crise des sous-marins nucléaires dans les années 2000. La transparence et la communication entre les grandes puissances avaient permis d'éviter l'incident. Aujourd'hui, il faut renforcer ce type de mécanisme, multiplier les canaux de dialogue et associer la société civile à la réflexion stratégique. Car perdre ce recul, c'est s'exposer à la manipulation, à la panique, ou à accepter sans broncher une spirale qui pourrait échapper à tout contrôle. À l'heure où les décisions se prennent dans la précipitation, il nous appartient de refuser la passivité. Comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour rester acteur de notre avenir, et non simple spectateur d'une crise qui pourrait nous engloutir. Alors, dans ce paysage de menaces inédits, comment garder la maîtrise? Mais avant d'avancer, il faut comprendre ce qui, concrètement, menace cette maîtrise. Quels sont les réflexes à adopter pour éviter l'engrenage? Premièrement, s'informer auprès de sources multiples et fiables. Éviter les rumeurs, croiser les points de vue, garder l'esprit critique face à l'instantanéité des réseaux sociaux. Deuxièmement, soutenir les initiatives de préparation civile. Apprendre à réagir en cas de coupure d'électricité, constituer des stocks de première nécessité, s'organiser localement. Ce sont ces petits gestes qui, mis bout à bout, font la résilience d'une société. Troisièmement, encourager les démarches de coopération internationale. La France, par exemple, a su sortir de la crise des Gilets jaunes en ouvrant un grand débat national. À l'échelle européenne, il est temps de recréer des espaces de dialogue, de renforcer la solidarité énergétique, d'investir dans la modernisation des réseaux. La suite de cette histoire dépend de la vigilance de chacun. Depuis la nuit du 24 septembre, la guerre a pris un nouveau visage. Les frappes russes, coordonnées et puissantes, ont frappé le cœur énergétique et logistique de l'Ukraine. Derrière ces images, c'est la stabilité de toute l'Europe de l'Est qui se fissure peu à peu. La destruction méthodique des infrastructures énergétiques ukrainiennes n'est pas un effet secondaire, c'est une rupture stratégique. L'Ukraine doit maintenant affronter l'hiver avec des réserves de gaz dangereusement basses, une production de carburant exsangue et une dépendance accrue à l'aide internationale. Cette crise n'est plus locale. Elle lance un signal d'alarme à l'ensemble du continent. À l'ouest, la militarisation s'accélère. L'arrivée d'avions Rafale, capables d'emporter des armes nucléaires, en Pologne, dépasse le symbole. C'est une bascule concrète. La frontière entre défense et provocation s'efface et l'ombre d'une escalade nucléaire plane à quelques centaines de kilomètres de millions d'Européens. Chaque riposte, chaque discours nourrit la spirale. Plus de frappes, plus de sanctions, plus d'armes. Le dialogue recule. Les anciennes certitudes sur la sécurité européenne, la stabilité des alliances et des marchés, sont balayées par un conflit qui ignore désormais toute limite. Il serait tentant de croire que cette guerre reste lointaine, qu'elle ne nous concerne pas. Mais le choc énergétique, la flambée des prix, les tensions frontalières et la menace d'une crise nucléaire ne s'arrêtent pas aux frontières dessinées sur une carte. À l'échelle individuelle, chaque citoyen peut agir, s'informer, débattre,
interpeller les décideurs, soutenir la solidarité locale, préparer sa famille et son quartier aux imprévus. Autant de gestes qui, additionnés, changent la donne. L'avenir reste ouvert. Face à l'inattendu, la compréhension des enjeux et l'engagement citoyen deviennent vitaux. Chaque question, chaque prise de conscience, chaque débat peut faire barrage à la catastrophe. Notre capacité à rester informés et à participer au débat public pèsera sur la suite de cette crise mondiale. Se détourner ou céder au fatalisme, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Comprendre, s'informer, questionner, c'est déjà résister. Dans cette nuit de feu, la plus grande force reste la lucidité collective. C'est elle qui, demain, pourra éviter que l'Europe ne s'enfonce à son tour dans l'obscurité. À chacun de choisir d'être la lumière dans la nuit.